Bonjour à tous, donc à tous et à toutes, donc bienvenue à ce webinaire sur la grande thématique du Ségur du numérique en santé. Et donc on va parler aujourd'hui plus spécifiquement de mon espace santé et notamment du DMP, de la messagerie citoyenne, des certificats logiciels. Donc ce webinaire sera axé sur le couloir médico-social. Voilà, donc on va passer 1 heure ensemble. Bonjour à tous. Quelques petites infos pratiques. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra effectivement à la fin des parties ou tout à la fin également du webinaire. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser les questions qui vous viennent dans le chat. On est vraiment là pour répondre à ces questions-là. On a également des sessions, donc des prochaines sessions de webinaire. Alors là, l'année est bien entamée, enfin surtout le second semestre de 2024 est bien entamé. Mais on a encore quelques webinaires jusqu'à la fin de l'année, donc n'hésitez pas à consulter le catalogue de webinaires, donc aussi bien de Yes que le catalogue également du GRIV pour tout ce qui est relatif à l'identito-vigilance. Et pour information, cette session, bien évidemment, est enregistrée. Et je le dis maintenant, vous aurez le replay qui vous sera envoyé, de même que le support. Donc, pour ce webinaire, vous serez accompagné donc par moi-même, donc Sébastien Grandperrin, chef de projet SIS pour Système d'information de santé au sein du grade PACA IS, et également de Jean-Rémy, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous à nouveau. Donc Jean-Rémy Pugibé, chef de produit ESMS au sein du grade PACA et au sein de la cellule collective système d'information médico-social. Alors je complète les propos de Sébastien en vous invitant dans le chat au cours de la présentation, posez vos questions. On essaiera de s'arrêter pendant la présentation pour y répondre et presque vous dire que ça nous aide, nous, à animer le webinaire. Vous savez, un webinaire dans lequel on a finalement peu d'interaction avec les participants. Quand vous posez des questions dans le chat, finalement, ça nous permet de voir que vous êtes sensible au sujet, qu'on répond à vos questions et que finalement, ça rend l'animation du webinaire beaucoup plus dynamique. Donc vraiment, on vous encourage à participer, à poser toutes vos questions. Ça vous aidera et ça nous aidera. Merci Jean-Rémy. Donc je vais reprendre la main. Donc juste un petit rappel du sommaire. Donc on va faire un très bref rappel sur le contexte Ségur, parce qu'évidemment on ne peut pas parler de mon espace santé sans parler plus largement du Ségur du numérique en santé. Ensuite, on fera une petite présentation de mon espace santé et également de la messagerie de santé citoyenne. Jean-Rémy nous présentera donc tous les sujets qui ont attrait autour des cas d'usage, donc de mon espace santé et de la messagerie. Et ensuite, on fera juste un petit focus sur les aspects un peu plus techniques. Donc, si vous êtes actuellement en train d'alimenter le DMP ou pas encore, ou bientôt, effectivement, si vous êtes dans ces fameuses grappes de SMS numérique ou si vous êtes hors grappe, etc. Donc, il y a tous ces sujets qui ont attrait à l'alimentation du DMP via les DUI. Et donc, on en parlera également durant cette présentation. Et enfin, on parlera un peu de l'accompagnement qui est proposé au niveau national, régional, aussi bien pour les professionnels de santé, les structures et également les professionnels du médico-social et bien évidemment également les usagers eux-mêmes. Alors, petit rappel du contexte Ségur. Donc, le Ségur est encadré globalement par 3 textes principaux. Donc, le texte principal, c'est l'article L1111-15 du Code de la santé publique qui, effectivement, dit que chaque professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice et son lieu d'exercice, doit reporter les informations dans le dossier médical partagé, donc toute information qui est utile à la prise en charge, bien évidemment, du patient. Et il doit également envoyer ces informations par messagerie sécurisée de santé au patient lui-même et aux professionnels de santé, par exemple le médecin traitant ou le professionnel de santé prescripteur ou le médecin adresseur, peu importe, voilà, le professionnel de santé qui est important et dans la prise en charge du patient. Il y a un arrêté également qui vient étayer cet article L1111-15 du Code de la santé publique, donc c'est l'arrêté du 26 avril 2022. Donc cet arrêté, il va lister en fait tout simplement les types de documents qui sont soumis à l'obligation de versement au DMP et à l'envoi également par messagerie sécurisée de santé, qu'elle soit citoyenne sur mon espace santé pour l'usager ou professionnelle, donc aux professionnels de santé ou professionnels du médico-social. Et donc effectivement, les documents qui actuellement sont obligatoires à verser au DMP à la l'ANSS sont listés dans cet arrêté.
Cet arrêté, il est vivant. Il y a des nouveaux documents qui arrivent de temps en temps. Il y a des mises à jour de cet arrêté. Donc voilà, progressivement, il y a des nouveaux documents qui sont ajoutés. Et il y a également un nouvel arrêté qui date du 26 octobre 2023. Et donc cet arrêté, il porte, on dit, approbation en fait du référentiel de sécurité et d'interopérabilité relatif à l'accès des professionnels au dossier médical partagé. Donc c'est un très gros document qui va lister en gros toutes les exigences auxquelles doivent répondre aussi bien les professionnels de santé que les structures dans lesquelles ils travaillent, que également les éditeurs avec lesquels ils travaillent, donc toutes les règles que doivent respecter ces éditeurs pour pouvoir effectivement interagir avec le dossier médical partagé. Voilà. Une très brève présentation du Ségur du numérique, mais le Ségur du numérique en santé, donc c'est un programme national, donc c'est un très très gros programme qui touche tous les couloirs. Donc effectivement, vous allez retrouver l'officine, l'hôpital, la médecine de ville, la biologie médicale, l'imagerie médicale, et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, effectivement, bien évidemment, le médico-social. Donc voilà, donc ça c'est les 6 premiers couloirs qui ont été touchés par le Ségur du numérique en santé. Il y a des couloirs qui vont arriver prochainement, notamment les chirurgiens dentistes, les sages-femmes et également les paramédicaux. Donc voilà, donc c'est des nouveaux couloirs qui vont être touchés par le Ségur du numérique en santé. Donc l'objectif général, on va dire, du Ségur du numérique en santé, c'est de généraliser le partage et l'échange fluide, donc c'est-à-dire le plus facilité possible, et sécurisé, bien évidemment, puisqu'on parle quand même de données de santé, entre les professionnels de santé et les usagers. Donc voilà, donc ça c'est la grande maxime du Ségur du numérique en santé, c'est justement de généraliser ce partage et cet échange de données entre professionnels de santé eux-mêmes et également entre professionnels et l'usager, bien évidemment, donc le patient qui est au centre ici, comme vous pouvez voir, du dispositif. L'objectif, donc on dit faciliter les échanges de données, donc c'est on va dire, voilà, c'est une information qui est jetée là comme ça, mais c'est un peu plus compliqué que ça, puisque bien évidemment, il y a des leviers techniques très importants, puisqu'il faut faciliter ces échanges. Donc, il faut, rendre ces échanges possibles déjà techniquement, puisque les leviers techniques et les freins techniques sont importants. Minimiser au maximum l'effort de saisie pour les professionnels. Donc, l'objectif, c'est éviter les doubles, triples, quadruples saisies. Ça n'a pas de sens. Et bien évidemment, sécuriser les échanges, puisqu'il faut effectivement garantir la confidentialité et la sécurité des échanges de données, donc entre professionnels eux-mêmes et également entre professionnels et l'usager. Donc c'est un investissement énorme, le Ségur du numérique en santé, c'est 2 milliards d'euros, 1,4 milliard d'euros qui sont juste dédiés effectivement au partage des données de santé. Donc c'est dire la complexité déjà technique, informatique, juste de ce partage des données de santé. Et également donc 600 millions d'euros qui pour le coup ont été spécifiquement dédiés au couloir médico-social. Donc il y a 600 millions d'euros sur ces 2 milliards qui sont dédiés au médico-social. Et tout ce grand programme du Ségur du numérique en santé est 100% financé par donc l'Europe, donc le plan de relance et de résilience européen. Partie 2, petite présentation donc du coup de mon espace santé, de la messagerie de santé citoyenne. Donc mon espace santé, il a été pensé pour être un service public numérique universel. Donc le plus ergonomique et simple d'usage possible, bien évidemment. L'idée, c'était de mettre à disposition de chaque assuré social un véritable carnet de santé numérique. On connaît tous le carnet de santé bleu papier qu'on a au fond d'un tiroir, et encore si on sait où il est. Là, l'idée, c'était d'avoir justement un carnet de santé numérique qu'on a à tout moment à disposition. Donc, soit sur son ordinateur, soit également dans sa poche, puisqu'aujourd'hui, mon espace santé, il y a une application qui est disponible sur Android et iOS, et donc ce qui vous permet d'avoir votre carnet de santé tout le temps sur vous, dans votre poche, et accessible en tout temps à partir du moment où vous avez du réseau. Donc, c'est un outil qui a été lancé en février 2022. Donc, il y a eu ce qu'on appelle un mécanisme d'opt-out, c'est-à-dire qu'il y a une création automatique des comptes de tous les assurés sociaux de France, sauf opposition. Donc, voilà. Donc, les usagers avaient 6 semaines pour s'opposer à la création de leur profil Mon Espace Santé. S'ils ne s'y sont pas opposés durant ce délai alloué de 6 semaines, leur profil Mon Espace Santé a été ouvert.
Donc aujourd'hui, hein, c'est à peu près, je crois qu'aux dernières nouvelles, on était à peu près à 96-97% de profils Mon Espace Santé ouverts, sachant que sur les 4% restants, il y a 2% de personnes effectivement qui sont des gens malheureusement décédés, pour lesquels on n'a pas encore fermé leur profil Mon Espace Santé. Les personnes, je crois, qui ont refusé leur profil Mon Espace Santé ou qui l'ont pas ouvert, aujourd'hui, ça représente à peu près 1,5%. Bien évidemment des logiciels métiers compatibles, hein, puisque si vous êtes dans le couloir médico-social et que vous travaillez effectivement dans le couloir médico-social, vous avez peut-être été déjà accompagné par mes collègues, donc soit Dominique Gaillard, soit Jean-Rémy Pugibé, pour effectivement vous doter de DUI et de versions Ségur compatibles qui vont vous permettre d'alimenter le DMP et d'utiliser les outils du Ségur. Donc, vous avez notamment le SONS qui a été lancé, le SONS Vague 1, donc pour le médico-social. Et il y a également un SONS Vague 2 actuellement qui est en cours pour le sanitaire. Il y aura très probablement un SONS Vague 2 pour le médico-social qui arrivera quand le SONS Vague 1 sera terminé. Donc voilà, donc effectivement, les logiciels métiers compatibles, c'est très important puisque l'objectif, comme on l'a dit, c'est de minimiser au maximum les actions humaines supplémentaires. Donc, si vous avez tous les outils Ségur qui sont intégrés dans votre logiciel métier, vous n'avez pas besoin de sortir de votre DUI et vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités directement intégrées dans votre DUI. Des financements, bien évidemment, il y a des financements. Donc, les financements, donc ces dispositifs financiers incitatifs. Donc, pour le médico-social, il y a bien évidemment ESMS numérique qui va se terminer, si je ne dis pas de bêtises, en fin d'année, je crois, Jean-Rémy, je crois que c'est ça. Il se termine donc le programme SMS numérique qui va durer encore sur l'année 2025 avec nouvel appel à projet qui sera publié par l'ARS au mois de janvier 2025. Et sinon, le programme SONS qui avec la mise en place des DUI pour le 19 décembre 2024. Notez bien, 19 décembre 2024. Voilà, donc merci Jean-Rémy. Donc il y a deux gros leviers. Voilà, le son, c'est le SMS numérique, effectivement. Donc SMS numérique, c'est un financement direct aux établissements. Le SONS, pour le coup, c'est un financement qui est donné aux éditeurs directement. Voilà. Et pour le sanitaire, donc peut-être vous avez entendu parler, mais il y a le programme Open 2 qui s'est lancé, voilà, qui effectivement est du financement incitatif à l'usage. Et les obligations réglementaires, on en a parlé, le fameux arrêté qui est lié à l'article L1111-15. Alors la sécurité des données, on va s'y attarder aussi parce que c'est souvent une question qui revient, c'est un sujet qui revient également très très régulièrement. Donc bien évidemment, les données qui sont présentes dans mon espace santé, dans le DMP, sont hébergées en France, elles ne sont pas hébergées à l'étranger. Donc ça veut dire que les serveurs qui hébergent ces données sont physiquement présents en France. Voilà, c'est des serveurs qui répondent donc aux plus hautes normes de sécurité et notamment une norme qu'on appelle la certification donc HDS pour hébergeurs de données de santé. Donc tous les serveurs qui hébergent des données de santé doivent respecter ces critères de sécurité. La confidentialité des données, la sécurité sont garanties bien évidemment par le ministère des Solidarités et de la Santé, donc le ministère de la Santé, et également bien évidemment l'assurance maladie. Et tous deux sont accompagnés par donc l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui s'occupe donc plus largement au niveau national de tous les sujets qui ont attrait à la sécurité des données, qu'elles soient d'ailleurs de santé ou pas. Voilà. Le traitement des données sensibles à caractère personnel, puisqu'on parle effectivement de données de santé, mais de données de santé à caractère personnel, puisque effectivement elles sont rattachées à des personnes, à des individus. Et donc effectivement, dès lors que des données sont identifiantes, donc elles sont rattachées donc à une personne qui peut être identifiée, elles sont soumises bien évidemment au règlement européen, donc le fameux RGPD, qui est accompagné donc sur ce sujet. Donc en France, on a une agence qui s'occupe de faire respecter ce RGPD, qui est vigilante sur ce sujet, donc l'agence franco-française qui est la CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et qui veille également à ce sujet de la protection des données à caractère personnel. Et bien évidemment, la construction de mon espace santé est réalisée avec des comités citoyens qui sont impliqués dans la feuille de route de mon espace santé. L'objectif, c'est intégrer leur retour et qu'ils puissent participer aux travaux. Et il y a régulièrement aussi des expérimentations. Vous avez peut-être dû y participer. Donc, il y a notamment une expérimentation dans le médico-social. Il y en a eu une également qui s'est terminée dans le sanitaire sur la consultation du DMP. Donc, voilà, il y a tous les éléments sont recueillis pour essayer au maximum de coller aux besoins des usagers et des professionnels. Au niveau des fonctionnalités de mon espace santé, on va retrouver globalement
4 grosses fonctionnalités. Donc, une fonctionnalité, on va dire historique, qui est le dossier médical. Donc, dans cette partie dossier médical, l'usager va retrouver donc ses documents de santé, tout ce qui est consultation, alimentation de documents, ajoutés donc par l'usager lui-même ou ses professionnels de santé également. Donc, on va retrouver les lettres de liaison, ordonnances, des comptes rendus, etc. Et également une autre partie dans le dossier médical qui est la partie profil médical, qui est tout ce qui est alimentation et consultation également par l'usager de différentes parties, notamment les allergies, les antécédents, les habitudes de vie, les vaccinations, les mesures, etc. Il y a également les directives anticipées qui peuvent être saisies dans cette partie profil médical. Donc voilà, donc ce dossier médical est subdivisé de 2 parties, les documents et le profil médical qui est à la main de l'usager. Et donc toute cette brique du dossier médical, en définitive, elle s'appuie sur l'actuel dossier médical partagé, puisqu'on entend souvent que le dossier médical partagé a disparu, qu'aujourd'hui c'est mon espace santé. Alors, c'est un petit peu plus subtil que ça, c'est-à-dire que le DMP aujourd'hui est un module en définitive de mon espace santé. Il a été intégré à mon espace santé et les usagers, vous, moi, hein, tout le monde, hein, en tant qu'usager, on accède à notre DMP au final au travers de mon espace santé. Donc, on va accéder à la partie documents de santé et profil médical. L'autre fonctionnalité, c'est la messagerie. Donc, messagerie basée sur la technologie, en définitive, de la messagerie sécurisée de santé. Donc, c'est une messagerie qui est à disposition des usagers pour pouvoir échanger avec l'équipe de soins et avec leurs professionnels de santé. Petite note, aujourd'hui, effectivement, les usagers peuvent également envoyer leurs ordonnances en anticipation à la pharmacie pour qu'ils puissent préparer la délivrance des médicaments. Une autre fonctionnalité, c'est le catalogue de services. Donc, le catalogue de services, somme toute, c'est des applications qui ont été référencées par l'État, donc via ce fameux catalogue. Donc, l'idée pour être référencé sur ce catalogue, hein, il y a évidemment, on ne peut pas être référencé comme on veut sur le catalogue Mon Espace Santé. Il ne suffit pas juste de dire, voilà, moi, je suis éditeur, je veux être référencé. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut effectivement en faire la demande déjà à la base et également respecter énormément de critères de sécurité, de confidentialité, etc., éthique. Il y a à peu près une centaine de critères. Et si effectivement tous les feux sont au vert et tous les critères sont respectés, l'application va être référencée sur Mon Espace Santé et vous allez ensuite pouvoir la télécharger soit sur Android, soit sur iOS en fonction des terminaux que vous utilisez afin de pouvoir l'utiliser. Bon, bien évidemment, ces applications qui doivent avoir attrait à des services utiles à la santé, au bien-être, au social, au médico-social. Voilà, on n'est pas sur des applis de jeux, etc., bien évidemment. Ou éventuellement de serious game, potentiellement. Dernière fonctionnalité qui est arrivée, alors pour le coup, la plus récente, en 2024, donc c'est l'agenda. Donc l'agenda, c'est l'agrégation de tous les événements qui sont liés au parcours de soins de l'usager. Donc vous allez retrouver dans cet agenda, donc déjà, tout un tas d'informations qui ont été déjà mises en place et qui sont fournies par l'assurance maladie, donc les rappels de vaccination, certains rendez-vous aux âges clés de la vie pour des dépistages de cancer du sein, cancer du côlon, etc., etc. Donc voilà, vous allez retrouver déjà tout un tas d'informations qui sont mises à disposition par l'assurance maladie. Et vous allez vous également pouvoir également dans cet agenda saisir vos rendez-vous de santé, etc. pour avoir des rappels ou autres si vous en avez besoin. Voilà sur les 4 grosses fonctionnalités. Sébastien, tu sais que je suis beaucoup moins poli que toi, moi. Et souvent, dans les webinaires que l'on anime sur le reste de l'équipe médico-sociale, on interpelle nos interlocuteurs pour savoir ceux qui ont réussi à activer leur espace santé. Parce qu'en fait, le propos derrière ça, c'est que pour comprendre mon espace santé, la meilleure manière, quand même, c'est vraiment de l'activer vous-même à titre perso. Quand vous allez l'activer vous-même à titre perso, vous allez voir vos certificats Covid, tous vos bilans sang, tous vos profils, tous les documents de santé dont vous disposez, éventuellement des messages. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de bien fixer, de bien voir ce que vous pouvez faire avec Mon Espace Santé. Donc, au cas où, parmi les participants, il y en aurait qui n'auraient pas activé leur espace santé, faites-le, ça va vous fixer vraiment très rapidement l'intérêt de cette politique publique. Merci Jean-Rémy, tout à fait. À date, il faut savoir qu'il y a à peu près 22% des usagers qui ont activé leur profil Mon Espace Santé. C'est en constante augmentation, c'est-à-dire ça augmente chaque mois, effectivement. Et donc, n'hésitez pas à l'activer parce qu'au moins, vous bénéficiez de tous les services. Tant que vous n'avez pas activé, malheureusement, vous ne pouvez pas jouir des services de Mon Espace Santé.
Un petit focus sur les échanges, puisque en définitive, les professionnels de santé, de leur côté, eux, ils n'utilisent pas mon espace santé. C'est-à-dire qu'en tant que professionnel de santé, vous utilisez mon espace santé en tant qu'usager, puisque quand vous êtes professionnel, que ce soit du médico-social ou de santé, bah, vous êtes un usager également du système de santé, et donc vous avez un profil de mon espace santé, bien évidemment, que vous pouvez utiliser. Par contre, quand vous vous positionnez en tant que professionnel et que vous souhaitez consulter le DMP d'un usager, bah, vous n'allez pas utiliser mon espace santé en définitive, vous allez utiliser le DMP. Et donc, vous allez pouvoir consulter le DMP de deux manières et l'alimenter également, soit depuis votre logiciel métier, donc pour le coup dans le médico-social, votre DUI, dès lors que, bien évidemment, on en a parlé avant, il est Ségur compatible et que vous avez fait la bonne mise à jour qui va bien pour pouvoir effectivement disposer des fonctionnalités Ségur, ou vous pouvez également le faire directement depuis le site dmp.fr, ce qu'on appelle le WebPS DMP, donc qui est un site internet mis à disposition par l'assurance maladie qui vous permet en ligne d'aller consulter ou même alimenter d'ailleurs manuellement, alors pour le coup là c'est une alimentation manuelle, d'alimenter manuellement les DMP de vos usagers. Sur la messagerie, bah, c'est le même combat. La messagerie, en définitive, l'usager, lui, il va utiliser mon espace santé en tant qu'usager, mais vous, en tant que professionnel, vous n'allez pas utiliser votre messagerie que vous avez sur mon espace santé pour communiquer avec l'usager. Vous allez utiliser votre boîte aux lettres MS Santé que vous avez dans votre établissement. Donc, on verra ensuite les différents types de boîtes aux lettres pour pouvoir communiquer avec les usagers. Et bien évidemment, je réinsiste, mais la mise à jour des logiciels métiers est importante et il faut absolument la faire, puisque tant que vous n'aurez pas ces mises à jour, vous ne pourrez pas avoir toutes les fonctionnalités qui permettent d'automatiser ces échanges entre le DMP, la MSS et puis votre DUI. On va faire un petit focus sur les droits. Donc, au niveau des droits, au niveau de mon espace santé, il faut savoir qu'un usager, il peut autoriser ou bloquer un professionnel de santé. Donc, ça, c'est à la main de l'usager. Vous pouvez autoriser un professionnel de santé ou vous pouvez même le bloquer d'ailleurs par anticipation. Donc, s'il y a un professionnel de santé que l'usager ne souhaite absolument pas qu'il accède à son profil Mon Espace Santé, ben, l'usager peut faire le choix d'aller le chercher et d'aller le bloquer directement sur son profil Mon Espace Santé. Il peut bien évidemment le débloquer à tout moment, bien évidemment. Il y a deux accès également qui sont importants, parce qu'effectivement, pour accéder en consultation au profil Mon Espace Santé d'un usager, d'un patient, il faut son accord, son consentement, bien évidemment. Par contre, il y a deux cas, effectivement, qui sont prévus. Si l'usager ne peut pas donner son consentement, c'est l'accès en cas d'urgence par le SAMU et l'accès en cas d'urgence par les autres professionnels de santé. Ça aussi, c'est deux modalités d'accès que l'usager peut bloquer. C'est-à-dire qu'en amont, il peut dire, moi, je ne souhaite pas qu'en cas d'urgence, quelle qu'elle soit d'ailleurs, les professionnels puissent avoir accès à mon profil, Mon Espace Santé. Donc, c'est quelque chose qui peut bloquer par anticipation. Bien évidemment, si le patient n'est pas capable d'exprimer sa volonté, puisque c'est dans le cadre de l'urgence, le professionnel déclare qu'il accède au profil Mon Espace Santé du patient dans le cadre de l'urgence. Il doit également saisir un motif, voilà, justifiant cette urgence. L'usager, il peut également masquer ou rendre visible tous ses documents. Donc ça, c'est pareil, c'est à la main de l'usager. Si l'usager il souhaite ne rien partager, il en a le droit. Et s'il souhaite tout partager, il en a le droit également. Il fait ce qu'il veut. Voilà. Donc il a la main sur cet élément-là. Et un petit peu plus finement d'ailleurs, il peut, s'il veut, masquer ou rendre visible un document particulier. Donc par exemple, s'il souhaite tout masquer et qu'il souhaite juste rendre visible un document, il peut le faire. Et à l'inverse, s'il souhaite tout rendre visible, mais un document spécifiquement, il ne souhaite pas le rendre visible, il peut effectivement décider de le masquer. C'est précisé également dans la slide, mais il le masque pour donc l'ensemble des professionnels de santé, sauf le médecin traitant et le professionnel de santé administrateur, voilà, qui sont le médecin traitant qui est au cœur en fait du dispositif et le professionnel de santé administrateur qui est bien évidemment défini par l'usager. On en discutera un petit peu plus après. Et accéder à l'historique d'activité, donc il faut savoir que sur Mon Espace Santé, tout est tracé. Absolument tout ce que fait le professionnel de santé ou tout ce que font les professionnels est tracé. Donc, dès lors qu'ils consultent un document, qu'ils alimentent un document, qu'ils regardent une rubrique ou autre, etc., tout est tracé avec les heures, les horodatage, etc. Et effectivement, l'usager est notifié du premier accès d'un professionnel de santé à son DMP et également à chaque ajout de document. Et donc, si l'usager considère qu'un professionnel accéder à son DMP et n'avait pas à le faire, il peut bien évidemment effectivement le bloquer.
Sébastien, si tu me permets une remarque par rapport à ça, sur le fait que les professionnels qui consulteraient de manière indue un DMP, finalement se mettraient en faute, notamment en faute ordinale. Et c'est assez facile pour un patient parce que dès qu'il a un professionnel qui n'a pas à consulter son espace santé, qui le consulte, il reçoit un message, donc un SMS, un professionnel a consulté votre espace de santé, et donc c'est assez facile après de dire, bah, écoutez, pourquoi est-ce que vous avez consulté mon espace de santé? Vous n'aviez pas à le faire, et donc bah, je dépose une plainte contre votre ordre, que ce soit l'ordre des médecins, l'ordre des infirmiers, l'ordre des pharmaciens, etc. Et les sanctions sont assez lourdes, parce que la contrepartie quand même d'avoir ouvert cet accès-là à tous les professionnels de santé pour augmenter leur chance médicale, ben, le corollaire de ça, c'est qu'il faut utiliser cet accès-là à bon escient. Donc voilà, sensibilisez vos professionnels, ou si vous êtes vous-même professionnel de santé, ben, bien entendu, respectez ces règles de consultation, parce que sinon vous vous exposez immédiatement. On a une question de Marjorie. Si l'usager s'oppose à l'alimentation ou à la consultation, doit-on tracer ce refus dans le DUI? Si l'usager s'oppose à l'alimentation ou à la consultation, doit-on tracer ce refus dans le DUI? Oui, vous pouvez bien entendu tracer ça dans votre logiciel métier interne en disant voilà, Sébastien ou Jean-Rémy refuse l'alimentation ou la consultation du DUI. Bien entendu, il faut faire œuvre de pédagogie aussi, parce que souvent on a des bénéficiaires, hein, des patients, des bénéficiaires, des résidents qui s'opposent à cette consultation ou à cette alimentation pour des raisons qui sont de l'incompréhension de ce qu'on peut faire et de l'utilisation du DMP. Vous allez divulguer mes données de santé à tout le monde, vous allez utiliser mes données de santé à mauvais escient, c'est pas sécurisé, etc. À partir du moment où on discute avec le patient, le bénéficiaire, le résident, on a souvent des résidents qui comprennent ou leurs familles qui comprennent et qui finalement ne s'opposent plus à cette alimentation parce qu'ils voient l'intérêt et l'augmentation de chances médicales ou l'augmentation de chances d'accompagnement médico-social. Donc ça passe souvent par du dialogue. Mais si l'usager maintient son opposition, eh bien on ne pourra pas alimenter, bien entendu. J'étaye ce que dit Jean-Rémy, effectivement, sur l'opposition à l'alimentation ou la consultation. Il y a deux petits cas particuliers, c'est-à-dire que l'opposition, effectivement, à l'alimentation, le patient doit invoquer un motif légitime justifiant cette opposition. C'est-à-dire qu'il peut dire, ben voilà, moi je ne souhaite pas que vous alimentiez mon DMP, mais par contre, il doit fournir un motif légitime. Et la légitimité de ce motif est à la main du professionnel. C'est à lui, effectivement, d'évaluer si ce motif est légitime ou non et si c'est valable comme motif pour ne pas verser les documents au DMP. Pour la consultation, c'est un petit peu différent. La consultation, il n'est pas du tout obligé d'invoquer un motif légitime. Il peut dire, moi, je ne souhaite pas que vous consultiez mon DMP. Fin de l'histoire. Il a aucunement invoqué le moindre motif. Par contre, effectivement, il est fortement recommandé que vous documentiez son opposition à cette consultation dans votre DUI. Voilà. Les droits d'accès des professionnels de santé, donc c'est un peu en miroir en soi des droits des usagers. Donc un professionnel de santé, il peut consulter les documents contenus dans mon espace santé, bien évidemment. Alors attention, c'est selon une matrice d'habilitation, on ne fait pas ce qu'on veut. En fonction de la profession qu'on a, on a le droit de consulter tel ou tel type de document. On ne peut pas tout consulter. Bien évidemment, il peut, et même il doit d'ailleurs, déposer les documents, informations utiles à la prise en charge. Il peut supprimer un document, attention, il peut supprimer uniquement un document dont il est l'auteur. Il ne peut pas supprimer un document d'un petit camarade ou d'un confrère, ça ce n'est pas possible. Il peut masquer un document à la demande du patient. Donc, par exemple, si le patient dit, bah là, moi, ce document, je le considère un peu sensible, je ne veux pas que les autres professionnels de santé ils aient l'information, et donc, effectivement, il peut demander aux professionnels de masquer ce document au moment de l'alimentation. Il peut rendre invisible un document au patient. Alors ça, on va s'y attarder un tout petit peu après parce qu'effectivement, les règles vont changer. Donc, c'est possible effectivement quand on envoie un document au DMP de le masquer au patient lui-même. Donc, le patient n'en a absolument pas connaissance de ce document. Il ne sait même pas que le document existe sur son DMP. Il peut consulter l'historique de soins et la rubrique entourage et volonté et consulter ajouter une vaccination. Et on en a parlé juste avant, mais le cas des professionnels de santé administrateurs, justement, je voulais y revenir, et du médecin traitant, ils ont les mêmes droits
que les professionnels de santé classiques, mais en plus, ils peuvent masquer un ou plusieurs documents à la demande du patient, même s'ils n'en sont pas l'auteur. Ils peuvent bloquer l'accès à mon espace santé à un professionnel de santé. Ils peuvent consulter l'historique de tous les accès. Et ils peuvent également, important, accéder aux documents que le patient a choisi de masquer. Donc, quand le patient masque un document pour l'ensemble des professionnels de santé, il sera masqué pour tous les professionnels de santé, sauf bien évidemment l'auteur du document, ce qui est logique puisque c'est lui qui l'a écrit, et également le médecin traitant et le professionnel de santé administrateur. Le médecin traitant, il est récupéré de l'assurance maladie automatiquement. Le professionnel de santé administrateur, il est nommé par le patient directement, l'usager, sur mon espace santé. Donc, c'est une déclaration volontaire. Un professionnel de santé ne peut pas s'auto-déclarer administrateur. Ça, c'est pas possible. Donc, on s'attarde juste un petit peu sur le mécanisme de désinvisibilisation. Alors, désolé, c'est dur à dire, puisque effectivement, aujourd'hui, il y a des documents qui sont présents dans mon espace santé qui ne sont pas visibles à l'usager. Pourquoi? Parce que c'est des documents qui ont été versés au DMP en tant qu'invisibles patient. Donc, effectivement, le patient, il n'en a pas connaissance, il ne voit pas ces documents, il ne sait même pas qu'ils existent. Donc, le stock de ces documents invisibles aux patients, malheureusement, il augmente dans mon espace santé et ce n'est pas du tout l'objectif de mon espace santé, puisque mon espace santé est un carnet de santé numérique. L'objectif n'est pas que, imaginez, pour vous faire un petit parallèle, hein, vous avez votre carnet de santé bleu hein, dans votre tiroir et imaginez vous avez des documents de santé à vous à l'intérieur et tout est grisé en noir. C'est un peu dommage, vous n'avez pas d'informations. Donc effectivement, ça ne répond pas à l'ambition de mon espace santé de donner la main au patient et ça ne répond surtout pas à l'application de la loi Kouchner. Donc, effectivement, le numérique ne doit pas se substituer à l'accompagnement humain nécessaire à l'annonce d'un diagnostic grave. Donc, normalement, cet envoi de documents masqué à l'usager, il est à faire dans un cas précis, c'est-à-dire quand il y a une annonce à faire au patient et qu'il y a la nécessité d'avoir un accompagnement de la part du professionnel de santé avant de rendre visible ce document au patient. Voilà. Donc, effectivement, on envoie un document invisible patient au DMP, on fait l'annonce au patient. Une fois qu'on a fait l'annonce au patient, on rend visible le document. Voilà, ça, c'est le cas général qui doit être mis en place. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de documents qui sont envoyés sans forcément de raison valable au DMP en tant qu'invisible au patient, ce qui est un peu dommage. Pour pallier à ça, l'ANS va changer les règles du jeu. Donc, demain, l'enjeu sera de rendre visibles les documents à l'usager tout en garantissant un temps d'annonce. Donc, l'objectif, ce sera de limiter les alimentations de documents invisibles aux patients aux stricts documents qu'on considère sensibles et qu'un accompagnement humain est justifié au préalable avant de rendre visible l'information au patient. Donc, aucun document, ça c'est important de retenir, hein, aucun document n'aura vocation ou n'a vocation à rester invisible au patient pour l'éternité, j'ai envie de dire. Ça ne sera plus possible. Information importante, il n'y aura pas de rattrapage de stock. Donc, c'est-à-dire tous les documents qui ont été versés au DMP invisible patient ne vont pas être rendus visibles patient. Donc, le stock ne va pas bouger. Il va rester invisible patient. Par contre, à l'horizon 2025, il y aura une mise en visibilité automatique qui va être mise en place. Donc, tout nouveau document qui sera versé en tant qu'invisible patient, au bout d'un mois, le patient déjà sera informé qu'il y a un document, qu'il est invisible et qu'il faut qu'il aille voir un professionnel pour effectivement savoir de quoi il retourne, hein, de quoi traite ce document. Si ce n'est pas fait, dans tous les cas, au bout de 3 mois, le document sera remis en visibilité automatiquement, ce qui fait qu'il n'y aura plus de document qui aura vocation à rester invisible comme ça pour toujours. Voilà. Pour peut-être, Sébastien, pour étayer tes propos, comprendre que ce type de document invisible, c'est souvent des diagnostics avec une annonce de diagnostic, c'est une anapathe qui est sévère sur lequel ça montre un cancer et donc il faut informer le patient et l'accompagner lors du diagnostic. C'est vraiment ça ce type de situation, non, me semble-t-il. Exactement, c'est dans le cadre d'un diagnostic grave, donc effectivement cancer ou autre, etc., dans le cadre d'une pathologie où il y a un accompagnement en amont qui est nécessaire. Voilà ce que je voulais vous présenter sur cette thématique-là. Donc, ça va évoluer à l'horizon 2025, j'ai mis, puisque effectivement, plus que faire évoluer les aspects techniques, il faut surtout faire évoluer la loi, puisqu'effectivement, derrière, il y a des lois. Donc, effectivement, il va falloir faire voter ces éléments-là. Petit focus sur le DMP. Donc, très rapidement, le DMP, comme le voient les professionnels de santé, c'est ce que vous voyez ici à l'écran. Donc, comme je l'ai dit juste avant, les professionnels de santé, quand ils consultent le DMP des patients, ils n'utilisent pas mon espace santé, ils utilisent le DMP. Et donc, dans le DMP, les documents sont rangés dans différentes catégories, donc que vous pouvez retrouver ici, donc synthèse, traitement, analyse, imagerie, compte rendu, prévention, certificat. Toute cette partie-là, ça correspond en miroir
à la partie documents de santé et profil médical qui sont présentes sur mon espace santé. Il y a également les données de remboursement qui sont versées par l'assurance maladie. Bon, ça, c'est automatique. Et il y a également les documents qui sont déposés par l'usager lui-même que le professionnel va retrouver dans la section espace personnel du DMP. Voilà. Petite précision, ça c'est ce qui arrive avec la vague 2 du Ségur, c'est le projet DREAM-M, donc peut-être vous en avez entendu parler, le projet DREAM-M pour data, radiologie, imagerie médicale et médecine nucléaire. Donc c'est un projet qui vise effectivement à permettre la consultation des images. Donc aujourd'hui dans le DMP, vous allez retrouver les comptes rendus d'imagerie, très bien, mais vous n'allez pas retrouver les images. Et donc le projet qui a été mis en place, c'est d'effectivement pouvoir avoir un lien tout simplement dans le compte rendu d'imagerie, et en cliquant sur ce lien, ça va nous envoyer sur ce qu'on appelle une Dreambox, donc un lien vers ce compte rendu d'imagerie, et ces imageries qui vont pouvoir être consultées. Voilà. Donc bien évidemment, il faudra se connecter avec ProSanté Connect pour pouvoir accéder à ces informations, puisqu'on est sur des images, hein, donc c'est des données sensibles. Donc voilà, donc ça c'est une nouveauté qui va arriver prochainement, cette capacité d'avoir des liens dans les comptes rendus d'imagerie pour pouvoir consulter les images. Ouais, juste compléter tes propos en disant en fait, essayez de vous mettre à la place d'un médecin qui vous prend en charge à titre personnel. Vous voyez, quand il va se connecter sur son logiciel métier ou en cas d'hospitalisation, si on a votre synthèse qui est à jour, votre traitement qui est à jour et qu'en fonction du traitement, on peut aller chercher plus ou moins des analyses, des bilans sang, de l'imagerie, vous imaginez le gain de temps, le gain de pertinence et l'augmentation de chances que vous avez par rapport à un patient où l'équipe ou le médecin qui vous prend en charge doit faire de l'archéologie pour retrouver votre synthèse, votre histoire de maladie, vos antécédents, vos allergies, ce qui a enchaîné l'enchaînement des situations. C'est vraiment, on est au cœur du réacteur de la valeur ajoutée de cette politique publique. Quand vous allez consulter avec votre espace santé à titre perso, c'est vraiment, je suis lourd avec ça, mais transposez-vous à titre personnel dans votre propre histoire de maladie. Même si vous êtes en bonne santé, vous fréquentez des médecins pour des bilans, etc. Vous imaginez la pertinence et le gain de temps que vous faites faire aux professionnels de santé lorsque votre espace santé est ouvert et qu'il est à jour et qu'il est alimenté. C'est énorme. Vous gagnez sur une consultation assez facilement 10 à 15 minutes, en plus de la pertinence de la pertinence d'observation médicale. Donc voilà, c'est le cœur du réacteur. C'est ce que je voulais juste rajouter. Merci Jean-Rémy. On va passer ensuite sur la messagerie de santé citoyenne. Bon, il n'y a pas énormément de choses à dire sur la messagerie de santé citoyenne, on va aller assez vite. Il faut juste retenir que pour pouvoir échanger avec les patients, effectivement, vous, du côté médico-social, donc au niveau de votre structure, il faut que vous ayez donc des boîtes aux lettres MS Santé. Donc, deux types de boîtes aux lettres permettent d'échanger avec le patient. Donc, il y a ce qu'on appelle les boîtes aux lettres MS Santé nominatives qui sont rattachées à un individu, une personne, hein, donc physique. Et il y a ce qu'on appelle les boîtes aux lettres MS Santé organisationnelles, donc qui sont rattachées à, par exemple, un service ou une équipe. Donc voilà, c'est deux types de boîtes aux lettres qui vont permettre à vous, en tant que professionnel, de pouvoir échanger avec l'usager au travers de mon espace santé. Donc lui, bien évidemment, l'usager, pour pouvoir vous répondre, évidemment, il faut déjà qu'il ait un profil de mon espace santé. S'il n'en a pas, effectivement, il ne recevra pas le message que vous avez envoyé. Et s'il souhaite donc vous répondre, il faut qu'il ait un profil de mon espace santé ouvert, mais en plus, il faut qu'il ait activé. Donc on revient à ce que disait Jean-Rémy sur l'activation. C'est important d'activer, sinon vous ne pouvez pas répondre aux professionnels de santé, ce qui est un peu dommage. Et bien évidemment, si l'usager a un profil de mon espace santé qui est fermé, il y a un message retour qui vous dit que voilà, le profil de mon espace santé est fermé, donc le message n'a pas été reçu. Voilà ce que je voulais vous dire. Point important, par contre, sur la messagerie de santé citoyenne, un patient ne peut pas de sa propre initiative contacter un professionnel. C'est pas possible, c'est bloqué. Donc ça, c'est une demande des professionnels. Le professionnel peut engager la discussion et le patient peut répondre. Voilà. Mais il n'y a pas possibilité pour l'usager directement lui-même, de sa propre initiative, d'engager la discussion. Ça, c'est bloqué. Il y a juste un cas particulier pour la pharmacie, effectivement, où il y a possibilité pour l'usager d'envoyer son ordonnance, par exemple, à sa pharmacie en amont. Donc voilà, c'est un petit cas particulier à la règle qui est possible. On a Mélanie qui est en train de rédiger, je crois, une question. On va peut-être la laisser rédiger. Je vous ai mis juste une capture d'écran de à quoi ça ressemble la messagerie de santé citoyenne dans mon espace santé. Bon, c'est un mailer, vous avez un sujet, vous pouvez ajouter des pièces jointes, vous pouvez mettre un corps de message. Voilà, c'est un mailer, somme toute, tout à fait classique. La différence près que
qui est une grosse différence quand même, il est sécurisé. Voilà. Ça permet de garantir la confidentialité des échanges. Question de Mélanie Sébastien. Le professionnel de santé peut-il voir si le patient a activé son espace santé? Non, il peut voir s'il l'a ouvert, ça oui, puisqu'effectivement, s'il est ouvert, il le sait, puisqu'effectivement, il va pouvoir s'y connecter, il va pouvoir consulter les documents, etc. Donc ça, il peut le savoir. Par contre, il peut pas savoir si de son côté, l'usager, lui, il a fait l'initiative de l'activer. Voilà. Ça, effectivement, c'est pas une possibilité qui est mise en place. Il pourra pas savoir si l'usager l'a activé. On va passer sur la partie cas d'usage. On est sur un webinaire qui est dédié au secteur médico-social, mais vous allez voir qu'il se transpose assez facilement aussi dans le secteur sanitaire. Alors, avant d'entamer, question, donc il ne peut pas savoir si son message a été vu. Si, ça, il peut le savoir. Sébastien, je te laisse peut-être compléter. C'est-à-dire que si le professionnel de santé a envoyé un message sur la messagerie citoyenne, est-ce que le professionnel peut voir que le message a été vu par le patient? Alors de mémoire, je me rappelle plus. Je suis pas sûr qu'il y a je sais que c'était en travaux pour les notifications effectivement de lecture de messages, mais je sais pas effectivement si c'est actif ou pas. Ça, peut-être Célia pourrait le savoir. Moi là, j'ai pas l'info. Il faudrait que je gratte un petit peu. Alors Mélanie, du coup, c'est une excellente question parce que on va tenter d'y répondre. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, juste nous mettre votre adresse mail dans la conversation? Comme ça, on note votre question et on revient vers vous dès qu'on a la réponse. S'il vous plaît. Alors, on va partir sur la troisième partie qui concerne vraiment les cas d'usage. Donc, je vous disais, on a plusieurs cas d'usage que l'on souhaite vous présenter. Merci. Donc, je vous répondrai une fois qu'on aura vu avec Célia Lagarde, qui est la chef de projet. On va voir ça. On va voir sur ça. Donc, sur la messagerie de santé citoyenne, donc je vous propose quelques cas d'usage. Il y en a plusieurs. Vous allez voir que c'est finalement toujours les mêmes situations qui sont utilisées. C'est l'alimentation du DMP, c'est l'utilisation de l'identifiant national de santé et c'est la messagerie sécurisée de santé. Et la vocation de ces cas d'usage, c'est de montrer, au travers de quelques exemples, le gain de temps et l'augmentation de chances que peut avoir un résident, un bénéficiaire dans le secteur médico-social lorsque l'on utilise le numérique. C'est vraiment ça qui nous tient à cœur. C'est une politique publique qui a la vocation d'augmenter les chances médicales et également de faire gagner du temps à l'ensemble du secteur médico-social et sanitaire. Donc au début, quand on met en place les logiciels, les programmes SONS, les projets, etc., on voit bien qu'on est sur une phase d'investissement pour que finalement les utilisateurs et les équipes gagnent du temps et augmentent leur efficience et augmentent leur pertinence de prise en charge. Donc c'est vraiment ça le sujet. Donc aujourd'hui, un premier cas d'usage avec Marion. Marion qui est prise en charge dans un établissement et durant son accompagnement, elle a besoin de réaliser pour le coup un bilan sanguin, donc un laboratoire de biologie médicale. Et donc forcément, pour que tout marche, il faut, je finis mon propos puis je vous réponds, Marjorie. Donc forcément, pour que tout marche, il y a un certain nombre de prérequis qui sont nécessaires. Le prérequis, c'est que le DUI, donc le dossier usager informatisé de l'établissement, soit une version Ségur, donc qui puisse alimenter le DMP, donc il y ait tous les certificats logiciels, qu'il y ait tout le parcours qui soit réalisé, le parcours SONS qui soit réalisé, ou que le logiciel soit compatible avec donc le DMP. Que les professionnels de l'établissement possèdent un RPPS. Alors, un RPPS, quand vous êtes médecin, infirmier, pharmacien, kiné, vous en avez un via votre ordre. Et si vous n'avez pas de numéro RPPS, à ce moment-là, il faudra passer sur le process qui s'appelle RPPS+, dans lequel l'établissement va attribuer un numéro RPPS aux professionnels qui n'en ont pas via leur ordre professionnel. Par exemple, les coordonnateurs d'un service d'aide humaine à domicile, d'un SAD. Voilà, il y a plusieurs professions qui n'ont pas de RPPS et là, à ce moment-là, il y a une possibilité de leur en attribuer. Et le dernier point, l'espace santé de Marion est activé.
Alors, avant de continuer mon propos, dans nos établissements, nous accueillons des enfants. Comment se gère l'espace santé de ces enfants? Eh bien, c'est forcément les parents de ces enfants qui ont la possibilité d'activer ou de refuser l'activation, le cas échéant, des enfants. Donc, ils sont mineurs, donc comme dans n'importe quel cas de figure, c'est les parents qui pilotent l'espace santé des enfants. Alors, merci Sébastien. Donc, les examens complémentaires. Donc, Marion a une prescription pour un bilan sanguin, donc par le médecin de l'établissement ou par son médecin traitant. La prescription ou la demande d'examen, elle est déposée dans le DMP par un professionnel habilité de l'établissement ou par le médecin traitant. Donc, vraiment, on est une prescription, un dépôt de la prescription dans le DMP. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre de garder l'historique de la date à laquelle l'examen le besoin de l'examen a été identifié. La deuxième étape, en toute logique, c'est que Marion réalise un examen dans un centre, dans un laboratoire de biologie médicale. Et donc, Marion réalise cet examen. Et donc, un professionnel du centre, du laboratoire, dépose le compte rendu ou les résultats de biologie médicale dans le DMP de Marion. Donc, bien entendu, Marion, pour que ce système-là fonctionne, son INS, son identifiant national de santé, est qualifié. Et donc, des professionnels habilités de l'établissement pourront accéder à ce bilan sanguin qui a été déposé par le laboratoire. En parallèle de ça, on utilise la messagerie sécurisée de santé. Donc, le laboratoire transmet le bilan sanguin par messagerie sécurisée de santé au médecin prescripteur. Donc, on a deux voies pour que les professionnels de santé qui prennent en charge Marion consultent ce bilan sang. C'est d'une part le DMP et d'autre part la messagerie sécurisée de santé. Et donc, on continue notre logique de prise en charge. Et donc, pour que l'établissement puisse avoir la bonne conduite à tenir, eh bien, ces résultats sont consultés par les professionnels de l'établissement. Et donc, médecin, infirmier reçoit les documents produits par le laboratoire via MSS dans son dossier usager informatisé. Ces mêmes professionnels peuvent également consulter depuis leur logiciel métier le DMP de Marion. Et donc, on a ce bilan sang qui a été prescrit, transmis automatiquement dans le DMP, pris en charge par le laboratoire. Le laboratoire transmet donc les résultats de bilan sanguin. Ces bilans sanguins sont dans le DMP du patient et également transmis automatiquement dans le dossier usager informatisé de l'établissement. Donc, on a vraiment une chaîne où, dans le même cas de figure, il y a quelques années de ça, on aurait faxé l'ordonnance, on aurait appelé le laboratoire en disant tu viens à quelle heure, le laboratoire serait venu, le laboratoire nous aurait faxé le bilan sanguin, on aurait transmis le bilan sang dans le dossier papier du résident, on aurait montré ce bilan sang au médecin lors de sa venue 3 jours plus tard. Là, on est quand même dans un système où on dématérialise, on va beaucoup plus vite sur le transfert des documents, sur la lecture des documents, sur le traitement des documents et sur la prise en charge. On a gagné presque 2-3 jours de prise en charge par rapport à ce qu'on faisait il y a quelques années de ça. Donc, on est vraiment sur ces cas-là où on a utilisé le DMP, on a utilisé la MSS et pour cela, il fallait avoir donc l'identifiant national de santé du patient qui était qualifié. Et donc, on a échangé dans ce cas de figure, eh bien, des bilans sang. Donc, vraiment un truc très classique, un truc très fréquent. Vous en avez tous les jours dans vos établissements, plusieurs par jour même dans vos établissements. Donc, on est sur la situation on ne peut plus classique. Je vous propose de passer sur la slide d'après pour peut-être faire un focus. À moins que vous ayez des questions, n'hésitez pas. Pour faire un focus sur sur les documents qui sont plutôt classiquement constatés dans un établissement qui accueille des personnes âgées, qui accompagnent donc un EHPAD ou une résidence autonomie, par exemple. Et donc, on voit qu'on a, pour l'établissement qui est positionné au centre de ce dispositif, des flux entrants et des flux sortants. Qu'est-ce que le secteur de la santé au sens large
abonde comme document à destination du DUI de l'établissement, eh bien, en provenance de la médecine de ville, on peut avoir des volets de synthèse médicale, donc un document normalisé de synthèse médicale. On peut avoir, et c'est le plus fréquent, des ordonnances et des prescriptions, que ce soit de la kiné, du médicament, etc. On peut avoir de la biologie, donc des laboratoires de biologie, qui nous donnent des comptes rendus de biologie, donc des bilans sanguins, hein, finalement, des résultats de bilans sanguins. On peut avoir le secteur hospitalier ou le secteur sanitaire, les cliniques, qui nous envoient des lettres de liaison de sortie, qui nous envoient aussi des ordonnances et qui nous envoient aussi des dossiers de liaison des urgences en flux retour. Et donc tout ça, ça alimente donc le DUI, donc le dossier usage informatisé de l'établissement, pour un bon traitement des informations par l'équipe de l'établissement. À l'inverse, ce même DUI, ce même établissement va générer des flux à destination de tout l'écosystème de santé, que ce soit la médecine de ville, d'autres ESMS, des hôpitaux, de la médecine de ville. Et donc, ces flux sortants, toujours en provenance du DUI, ça peut être donc des projets personnalisés d'accompagnement. C'est souvent ce qu'on voit dans le secteur des SAD, hein, donc sur lequel un document qui est fréquemment utilisé, c'est celui-là. Bien entendu, des ordonnances et des prescriptions, hein, qui sont réalisées par le SMS, donc par les médecins de l'ESMS. Des volets de synthèse médicale, extrêmement importants en cas de prise en charge en médecine de ville ou à l'hôpital. Des lettres de liaison d'entrée, en cas d'hospitalisation là aussi, ou en cas de transfert d'un établissement médico-social à un autre établissement médico-social, ou pour des séjours de rupture ou des vacances, ça se voit très fréquemment. Bien entendu, des dossiers de liaison des urgences, un document qui est souvent le plus connu de tous les établissements médico-sociaux, donc c'est mon DLU, qui est transmis par MSS ou dans le DMP à l'hôpital, et un dossier de transfert de l'établissement vers le service d'urgence. On aurait pu rajouter d'autres documents finalement qui seraient des documents non normalisés que vous pourriez utiliser par MSS en cas d'hospitalisation directe dans un service. Souvent, le cas classique, c'est un établissement qui envoie le résident via le service des urgences et le service des urgences qui ensuite flèche le résident dans le bon service hospitalier, neurologie, gériatrie, médecine, etc. De plus en plus, pour augmenter les chances médicales et éviter d'engorger les urgences et éviter un séjour du résident aux urgences, on essaie d'hospitaliser directement dans les services hospitaliers. Vous avez un problème de cardiologie chez un patient de SMS, l'idée, ça serait d'hospitaliser directement en cardiologie en utilisant les services numériques et les services de coordination de l'hôpital pour pouvoir éviter aux résidents un passage par les urgences. Et donc là encore, le numérique, ça va être quelque chose qui va vous aider en cela. Ça se voit de plus en plus et ça se verra de plus en plus, là encore. Je continue mon propos sur les flux entrants et sortants qui sont peut-être sur un établissement dans le champ du handicap. Donc, je ne vais pas tout reprendre parce qu'on retrouve à peu près les mêmes documents. Peut-être un peu plus de flux avec les hôpitaux, puisqu'on est souvent dans les établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap. Si ces résidents-là sont dans des établissements, ça veut dire qu'ils ont une histoire de maladie, un handicap plutôt lourd. Donc, ça nécessite de la neurologie, de la médecine et finalement une prise en charge médicale qui est souvent qui représente plus de professionnels que pour un établissement dans le champ de la gériatrie, où on a finalement un ou deux spécialistes. Et là, dans le champ du handicap, on a souvent plus de spécialistes qui interviennent, plus de laboratoires, plus de médecine de ville. Donc, finalement, un nombre d'ordonnances, de volets de synthèse, de comptes rendus de biologie, de lettres de liaison qui peut être un peu plus important. Et également, ce qui est plus important, c'est le nombre de flux sortants que peut produire l'établissement, toujours à destination des autres ESMS, de la médecine de ville et de l'hôpital. Donc, on retrouve le projet d'accompagnement personnalisé, on retrouve la grille d'évaluation médico-sociale, le plan de soins, le compte-rendu, la fiche de suivi de soins, le compte-rendu de consultation et de visite médicale, un certificat médical avec des CERFA particuliers, des attestations de résidence en foyer, des attestations d'hébergement, des attestations de sortie de l'usager, et bien entendu des ordonnances
et des lettres de liaison des urgences et des volets de transfert d'un service à l'autre. Là encore, toujours pareil, flux entrant, flux sortant. Vous avez tout l'écosystème de santé, sanitaire, médico-social et de médecine de ville. Et ensuite, ce même flux sortant à destination du même secteur. Sébastien, tu veux compléter mes propos? Non, mais je vais faire le maître du temps, parce qu'il nous reste 5 minutes. Aïe. On a été bavard, désolé, hein, mais on va devoir effectivement avancer un tout petit peu. Alors celui-là, je ne le présente pas parce que vous retrouverez les mêmes situations. Et donc, on peut aller sur cette slide-là, la numéro 26, en vous disant que l'ANS a publié plein de cas de figure et plein de communications, plein de situations, vraiment de cas d'usage que vous pouvez utiliser et présenter à vos équipes. Et également, vous pouvez nous solliciter si jamais vous voulez qu'on puisse présenter ces cas, présenter des espaces santé auprès de vos équipes. N'hésitez pas à nous solliciter par rapport à ça. Voilà, sur cette slide-là, bien entendu, il faut bien comprendre que cette politique publique et l'augmentation de chances médicales qui est liée à l'utilisation de mon espace santé, c'est une chaîne. C'est parce qu'on on met des documents et que l'on consulte ces documents dans l'espace santé, dans le DMP du patient et du résident, que finalement on améliore sa prise en charge. Mais ça veut dire que c'est l'hôpital, la médecine de ville, les laboratoires, les pharmacies, tout l'écosystème de santé qui représente cette chaîne et qui alimente et consulte le DMP. Et si jamais il y a un des acteurs qui refuse d'alimenter ou de consulter, finalement, l'augmentation de chances médicales ne se retrouve pas parce que la chaîne est bloquée, la chaîne s'arrête. Donc voilà, l'implication de tous est essentielle pour la réussite de mon espace santé. Donc l'espace santé n'a de valeur que parce qu'il est connu, alimenté et consulté. Voilà pour ce que je voulais dire sur cette troisième partie. Je te rends la parole, Sébastien, pour la quatrième partie. Merci. Alors, je vais aller à l'essentiel sur la troisième partie, parce qu'il nous reste peu de temps, mais en gros, voilà, juste cette slide pour vous dire que c'est en gros, j'ai schématisé en 7 étapes, les grandes étapes pour pouvoir alimenter le DMP avec ce qu'on appelle l'INS qualifié. Donc, effectivement, acquérir des DUI Ségur compatibles, on en a parlé. Anticiper l'authentification des personnels au téléservice INSI, puisque bien évidemment, comme vous le savez, il faut qualifier l'INS avant d'alimenter le DMP. Déployer l'organisation d'identité-vigilance. Disposer de certificats logiciels, et justement, on va en parler juste après. Et bien évidemment, diffuser l'INS dans le DUI et utiliser bien évidemment l'INS. Alors, les certificats logiciels, alors je vous ai relisté toutes les étapes. Alors, on va pas les redétailler parce que je pense que Jean-Rémy et Dominique vous accompagnent énormément sur le sujet, mais toutes les étapes pour effectivement obtenir des certificats logiciels qui vont vous permettre de vous authentifier et d'alimenter le DMP. Donc là, je vous ai remis en visibilité donc toutes ces étapes. Donc la première, contractualiser avec l'ANS, identifier le représentant légal, commander une carte de représentant légal pour le représentant légal, commander des cartes CPE également pour les mandataires, administrateurs techniques, déclarer les mandataires. Bon, voilà, ça, c'est toute la procédure qui est assez longue, malheureusement, assez fastidieuse et sur laquelle vous êtes accompagné, je le sais, par Jean-Rémy et Dominique en région sur le sujet. Moi, ce que je voulais vous remettre en visibilité, c'est que voilà, il y a 3 certificats qui sont nécessaires globalement pour alimenter le DMP. Donc, il y a 2 certificats pour le DMP, org signe et org haute-cli. Donc, c'est 2 certificats qui sont absolument nécessaires et suffisants pour pouvoir alimenter le DMP. Et si vous appelez le téléservice INSI par certificat serveur, il faut également un certificat d'authentification pour le téléservice INSI. Donc ça dépend comment vous appelez le téléservice. Soit vous l'appelez via certificat, soit je sais que certaines structures l'appellent via les cartes. Et donc là, via les cartes, vous n'avez pas forcément besoin effectivement d'avoir de certificat pour le téléservice INSI. Surtout, ce que je voulais vous mettre en lumière, c'est que ces certificats logiciels, ils ont une validité de 3 ans. Au bout de 3 ans, ils arrivent à péremption et donc effectivement, il faut les renouveler. Et donc, il faut surtout penser à les renouveler. Donc, l'IGC Santé, qui est l'autorité de certification, elle vous envoie une notification à peu près 1 mois avant l'expiration du certificat, vous disant attention, le certificat arrive à échéance, il faut le renouveler. Si vous oubliez de le faire, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une rupture de service pour les utilisateurs, donc vous ne pourrez plus alimenter le DMP.
Voilà, donc c'est un petit peu embêtant. Donc, ce qu'il faut absolument faire, c'est que vous vous mettiez donc une alerte, par exemple, qui vous dise, bah voilà, effectivement, là, va bientôt avoir les certificats qui vont arriver à échéance. Et ce qui est important de noter, c'est que c'est l'administrateur technique qui est déclaré, qui lui seul peut renouveler les certificats. Donc, il faut penser soit à en déclarer plusieurs, soit effectivement à bien faire le changement. C'est-à-dire que quand l'administrateur technique s'en va, celui qui était déclaré à l'ANS, il faut penser à le déclarer à l'ANS, c'est-à-dire voilà, l'administrateur technique a changé, voilà le nouveau, ce qui permet effectivement que ce nouvel administrateur technique ait l'information que le certificat arrive à échéance et puisse renouveler le certificat. Je vous encourage également à mettre dans les adresses mail, puisque quand vous téléchargez les certificats, vous pouvez déclarer dans une adresse mail de votre choix. Je vous invite à mettre une adresse mail générique, ce qui vous permet effectivement d'avoir une information et derrière laquelle il y a potentiellement donc plusieurs personnes derrière ces adresses numériques qui vont permettre au moins d'avoir l'information. Puisqu'effectivement, si vous mettez l'adresse personnelle, professionnelle, on va dire, de l'administrateur technique au niveau de la plateforme, ben, si cette admin technique est partie et que vous n'avez pas pensé à déclarer le changement, en définitive, personne n'aura l'information, le mail va se perdre dans la nature. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette partie des certificats logiciels. Si vous voulez des infos sur les certificats logiciels, bon, je sais que vous êtes très bien accompagné, mais vous avez le guide médico-social qui ne parle que de ça. Donc, c'est la Bible, hein, si je puis dire, des certificats logiciels du médico-social. Et vous avez également un parcours guidé à disposition. Je vous ai mis les deux liens dans la slide. En termes d'accompagnement, donc sachez qu'il y a une boîte à outils sur le site de l'ANS qui est excessivement bien faite. Vous avez beaucoup de documents, de contenus pour sensibiliser les professionnels en établissement médico-social, pour sensibiliser les usagers, pour vous lancer dans le projet de Mon Espace Santé. Donc, je vous invite vivement, je vous ai mis le lien, je vous invite vivement à la consulter. Vous allez retrouver énormément d'informations pour vous aider, des supports, des contenus pour pouvoir sensibiliser aussi bien les pros que les usagers. Il y a également un webinaire de l'ANS que j'ai mis en visibilité qui aura lieu le 19 décembre 2024, donc de 13h30 à 15h, qui sera le retour final en fait de l'expérimentation en espace santé qui a été menée dans le médico-social. Donc, n'hésitez pas également à consulter ce webinaire de l'ANS le 19 décembre. Du côté de l'usager, l'accompagnement, il se fait bien évidemment sur le site monespacesanté.fr. Donc, vous avez une aide en ligne à disposition avec laquelle vous pouvez poser des questions. Il y a également des campagnes de notification, courrier, flyers. Il y a également des petits pochons de médicaments. Je ne sais pas si vous avez vu dans les pharmacies parfois qui sont distribués. Quand vous partez avec votre petit pochon de médicaments, vous avez des informations sur Mon Espace Santé. Bon, des campagnes publicitaires, bien évidemment, des campagnes à la radio que vous avez peut-être pu déjà écouter. Les usagers, s'ils ne trouvent pas de réponse en ligne, il faut savoir qu'il y a un numéro, notamment le 3422. Alors, attention, ce numéro, c'est un numéro usager qui n'est à disposition que des usagers, qui est fait pour les usagers. Donc, si en tant qu'usager, vous avez des questions ou si les patients avec lesquels vous êtes et vos usagers ont des questions, vous pouvez appeler le 3422 et ils pourront répondre effectivement à ces questions. Vous avez bien évidemment la possibilité de faire appel à des conseillers par visio-interprétation. Je vous ai mis le lien juste en dessous et le formulaire en ligne dont j'ai déjà parlé. Et également le réseau des ambassadeurs Mon Espace Santé auquel vous pouvez faire appel si vous voulez faire des actions, par exemple, dans votre établissement. Alors, bien évidemment, faites des actions Mon Espace Santé si vous alimentez déjà Mon Espace Santé, s'il vous plaît. L'idée, c'est qu'effectivement, de sensibiliser éventuellement vos résidents, etc., sur Mon Espace Santé en leur disant, voilà, on alimente Mon Espace Santé, on utilise Mon Espace Santé, et donc faire un petit peu de promotion sur Mon Espace Santé auprès des usagers et également des familles des usagers qui peuvent passer dans le hall, etc. Je vous ai remis les 5 adresses un petit peu importantes à retenir. Donc, vous avez une adresse générique pilotage Ségur. Donc, c'est une adresse où c'est des questions sur le Ségur au sens large. Vous ne savez pas forcément dans quelle case et dans quelle rubrique ranger la question. Vous pouvez envoyer à cette adresse pilotage-ségur-numérique-paca.fr. Donc, voilà, derrière, il y a la CEPAM, l'ARS et le GRAD. Donc, les 3 agences sont alliées vraiment et travaillent main dans la main pour vous accompagner sur les différents sujets qui ont attrait au Ségur du numérique en santé. Si vous avez des questions relatives à l'INS, tout ça, je sais que c'est un gros sujet, l'identitovigilance et l'INS. N'hésitez pas à solliciter le GRIV, qui est notre agence régionale spécifiquement dédiée
à l'identitovigilance, à l'INS. Vous avez des questions de cyber, vous avez l'adresse CAPSI, donc ça c'est notre cellule régionale spécifiquement dédiée à la cybersécurité. Et si vous avez des questions propres au médico-social, vous avez l'adresse collectif SIMS-PACA et l'adresse également programme.esms.numérique. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces derniers éléments. Je ne sais pas si vous avez quelques questions. Désolé, on a 5 petites minutes de retard. On a essayé de faire au mieux, mais c'est vrai qu'on a souvent beaucoup de choses à vous dire parce que malheureusement, il y a beaucoup de choses, ou heureusement, peut-être dans l'autre sens, il y a beaucoup de choses sur le sujet Mon Espace Santé. Donc voilà. N'hésite pas, Jérémy, si tu veux compléter en attendant s'il y a des questions. Non, pareil, désolé, on a pris du retard, on est passionné, donc du coup, on s'emballe un peu des fois. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va vous remercier vivement pour votre participation. Et donc, vous recevrez la présentation et l'enregistrement de ce webinaire. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de semaine. Et il y a un petit questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé. Donc, si vous pouvez y répondre, c'est super. Nous, ça nous permet de nous ajuster. Donc, n'hésitez pas également à répondre à ce questionnaire-là. Merci à vous. Et on reviendra vers Madame, j'ai plus le nom. J'ai noté votre email, madame. Donc, j'étais justement en train de faire des tests, de m'envoyer avec ma propre carte de professionnel de santé dans mon espace santé, voir si j'avais ces informations-là. On va creuser, on vous répond tout à l'heure, madame. Merci à vous et on vous souhaite, merci Jean-Rémy, et on vous souhaite une excellente alors après-midi et bon appétit d'ailleurs, puisqu'il est midi. Donc voilà, merci à vous. Allez, bonne semaine à tous, au plaisir. Au revoir. Au revoir.